Bonjour Thomas Porcher. Bonjour. Thomas Porcher, vous êtes le spécialiste des gaz de schiste. Présentez-vous rapidement. Rien, j'ai fait un doctorat, je suis professeur associé dans une école de commerce, PSB. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le mirage du gaz de schiste qui est sorti il y a 2 ans. Qu'est-ce qui vous amène en tant qu'économiste, qu'est-ce qui légitime votre démarche de décrier un petit peu les effets négatifs du gaz de schiste? En fait, j'ai sorti ce livre à un moment où il y avait énormément de lobby sur les gaz de schiste, où on me disait que c'était le jackpot, que ça allait créer des millions d'emplois, qu'on allait être indépendant, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je n'ai jamais vu une ressource gazière créer autant d'emplois directs et permettre autant de bénéfices économiquement. Et c'est là que j'ai analysé les gains économiques du gaz de schiste et que je me suis rendu compte que voilà, on avait une information qui était instrumentalisée par des lobbies et que en réalité le gaz de schiste était un mirage économique qui n'allait pas créer énormément d'emplois, qui n'allait pas nous permettre d'être indépendants, qui n'allait pas faire baisser la facture du consommateur. Et c'est ce que j'ai dénoncé dans mon livre. Et aujourd'hui, même les études de Total disent, alors ils disent pas que c'est un mirage, ils disent que ce ne sera pas un game changer, mais quand on dit que c'est pas un game changer, ça veut dire que c'est un mirage. C'est pas un jackpot. Voilà. Alors au-delà de l'aspect économique qui vous concerne directement, puisque vous êtes un économiste référent, il y a quand même aussi le fait d'injecter dans la terre des produits à haute température, des produits solvants, des produits chimiques, avec des puits qui sont de plus en plus nombreux, et c'est un peu comme si on trouvait un gruyère, il y a un moment ça devient du fromage râpé, quoi. Alors est-ce qu'on n'a pas un peu aussi un risque majeur au niveau de l'écologie et un risque sanitaire avec tous les méthanes qui s'en dégagent, et on voit déjà aux États-Unis des choses qui apparaissent qui sont assez dramatiques. Complètement, on a des risques écologiques, on a des risques en termes d'émissions fugitives, donc pour le réchauffement climatique. Tout ça n'était pas dit au départ. Au départ, on nous disait, voilà, on avait l'impression qu'on allait avoir 2-3 puits en France et que ça allait nous créer des centaines de milliers d'emplois et peut-être des millions d'emplois en Europe. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est pas vrai et qu'il va falloir forer massivement. Les États-Unis ont foré 120 000 puits de gaz et de pétrole de schiste, c'est énorme, hein, c'est beaucoup plus que le nombre de puits qu'on a au Moyen-Orient, et il faut le dire. Et en France, on aurait dû forer probablement 15 000 puits de gaz de schiste et puis 15 000 puits de pétrole de schiste. Donc on aurait eu des départements, il y aurait eu 3 000 puits. Et quand vous avez 3 000 puits, vous avez des effets négatifs en termes de santé, vous avez des effets négatifs en termes de pollution via les défilés de camions, etc. Et puis vous multipliez le risque de forage raté, puisque vous avez beaucoup plus de forage. Donc le gaz de schiste est négatif en termes économiques, et surtout les externalités négatives sont très élevées pour les populations avoisinantes, en termes de pollution, en termes de santé, etc. Et il faut voir une chose, c'est qu'en France, les densités de population où il y a du gaz de schiste, par exemple la Seine-et-Marne, vous avez 250 habitants au kilomètre carré. Donc les gains économiques auraient été plus faibles qu'aux États-Unis, et les externalités négatives, c'est-à-dire l'impact négatif pour les populations, auraient été beaucoup plus forts, parce qu'en Seine-et-Marne, il y a 250 habitants au kilomètre carré, quand vous en avez que 2 ou 3 dans le Dakota. On voit la passion qui vous anime quand vous parlez. Et donc si on prend par exemple Obama, qui se positionne comme un petit peu le leader avec la Chine de la prochaine COP 21 à Paris, et contrairement à ça, on se retrouve aussi avec un président Obama qui autorise de manière massive les gaz de schiste pour établir une économie plus que défaillante aux États-Unis. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe là dans il y a un énorme paradoxe, hein. C'est ce que j'appelle moi le déni climatique. D'ailleurs, c'est le titre de mon prochain livre, je le dis aussi, qui sort la semaine prochaine. C'est cette Max Milo. Et c'est ça, on est dans une espèce d'hypocrisie climatique globale, où il y a les paroles où on dit oui, c'est important le climat, et dans les actes à côté on subventionne les énergies polluantes, on débat sur le gaz de schiste, on signe des traités à l'autre bout du monde, notamment le TAFTA, en mettant aucune clause sur le climat. Donc vous voyez, il y a un écart énorme entre les paroles et les actes. Et Obama est l'incarnation de cet écart extrêmement fort entre les paroles et les actes. Mais comment on peut être efficace aujourd'hui? Parce qu'on sait très bien que les hommes politiques sont liés aussi par des intérêts avec les lobbies. Est-ce que ça va passer par la masse? Est-ce que ça va être... Il y a une prise de conscience qui se met en place. On le voit, je crois que demain vous allez dans l'Ardèche ou dans le sud de la France rencontrer des gens qui sont hostiles au gaz de schiste. On voit qu'il y a une prise de conscience qui se met en place, mais est-ce que ça sera suffisant pour arrêter ce genre de démarche? Dans le cas de la France, on a un très bon exemple là-dessus. On voit que la mobilisation citoyenne, c'est elle qui a permis d'empêcher le gaz de schiste. Dans le cas du traité transatlantique, on voit que la mobilisation citoyenne a fait vraiment piétiner les négociations. Donc le citoyen est extrêmement important, il est au cœur du système pour mettre pression sur les politiques et pour faire en sorte que les politiques prennent les bonnes décisions. Voilà. Et donc la mobilisation citoyenne est extrêmement importante et il faut l'encourager.
Est-ce que vous n'avez pas peur que encore ce nouveau message de mise en garde, de peur, de machin vienne s'ajouter à tous les messages écologiques qu'on reçoit et qui finissent par nous gaver un petit peu, d'être toujours en train de dire faut plus faire ça, faut plus faire ça. Est-ce que ça fait pas un plus, quoi? Écoutez, moi je suis un optimiste parce que je pense qu'on est optimiste quand on est dans le combat. Voilà, c'est ça qui est important. Mais il ne faut pas avoir cette vision extrêmement naïve du monde. Le monde comme il fonctionne aujourd'hui, c'est quoi? C'est 80% d'énergie polluante consommée dans le bilan énergétique mondial. C'est 1 milliard d'individus qui crèvent de faim alors qu'on produit de quoi nourrir 11 milliards d'individus. C'est ça le vrai bilan du monde. Il faut le regarder en face et il faut se mobiliser pour changer justement ce cadre d'analyse et pour faire en sorte qu'on ait un monde différent. Et ça, la mobilisation citoyenne est extrêmement importante dans ce combat. Alors, si on veut faire passer votre message au niveau des réseaux sociaux et des sites, ce qui est quand même le plus rapide et le plus facile pour toucher la masse, est-ce que vous pouvez me donner un site sur lequel on peut avoir ce genre d'informations, enfin en tout cas les vôtres? Il y a plein de citoyens qui se mobilisent. Moi j'ai un site, mais qui est un site universitaire, thomasporcher.fr, où vous trouvez essentiellement mes publications scientifiques. Mais il y a plein de sites citoyens qui sont extrêmement importants. Il y a plein de sites d'information qui sont extrêmement bons. Vous avez plein de collectifs citoyens à tous les niveaux, comme Alternatiba, comme Attac, qui se mobilisent, qui font des choses extrêmement bien. Donc il y a vraiment de quoi faire. Si on veut s'investir dans le combat, on peut s'investir avec des groupes comme ça, on peut s'investir seul aussi dans son travail, on peut le faire à tous les niveaux. L'important c'est d'en prendre conscience et de se dire voilà, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Voilà, je peux faire peut-être des bonnes choses, je peux aussi rejoindre des collectifs pour mettre des pressions collectives, je peux essayer de faire bouger les lignes. C'est la question que beaucoup de citoyens déjà ont rejoint et qu'il faudrait qu'un plus grand nombre de citoyens rejoignent. Alors, est-ce que vous avez été approché pour la COP21? Est-ce que vous avez l'intention d'y participer? Comment va se faire votre action au niveau de cet événement mondial? J'essaye de faire le plus de conférences possible pour informer. C'est ce que je fais depuis à peu près quand même 2 ans, 3 ans sur les questions du gaz de schiste ou du réchauffement climatique et des énergies. Je sors un bouquin là qui donne un point de vue. Voilà, on essaye de faire bouger très modestement les choses. Mais bon, je suis présent, voilà. Je suis présent, je ferai quelques conférences avec des collectifs. Je suis présent pour faire avancer les choses. Maintenant, voilà, à mon niveau, ma marge de manœuvre est extrêmement faible. Vous êtes un petit colibri qui avance l'information et qui va permettre d'informer un maximum de gens. Et ça, c'est quand même une mission qui est tout à fait honorable. Oui, mais les citoyens s'informent aussi très bien. L'intérêt aussi d'Internet, c'est d'avoir une information complète, totale. En tout cas, merci pour votre action. Merci d'avoir répondu à ces questions. Et puis, je vous souhaite bon train, parce que je crois que vous avez un train à prendre. Exactement. Merci. Nous sommes à la gare de Bordeaux. Merci Thomas. Merci.